Nous allons pouvoir passer aux questions du public. Bonjour, je m'appelle Naël Belgaouti et j'avais une question surtout pour Monsieur Grunewald. Par rapport à ce que vous aviez dit en début de conférence, sur le fait que l'État français ne voulait pas vraiment trouver de solution pour aider, en tout cas militairement, les Maliens. Donc ce serait pour savoir si vous auriez une conjecture par rapport à la raison pour laquelle ils ne feraient rien du tout, enfin, ils n'ont pas vraiment l'envie d'agir par rapport au conflit au Sahel. Alors, en fait, j'ai pas dit qu'ils ne voulaient pas, j'ai dit qu'ils se trompaient de solution. Je pense qu'ils veulent, ils seraient très contents d'arriver, mais en fait, comme le diagnostic est mauvais, les solutions qui sont prises sont nécessairement mauvaises. Donc c'est plutôt autour de ça que s'articule ma réflexion, plutôt qu'une non-envie de faire. Je pense qu'il y a un mauvais diagnostic, et à partir de là, on déploie un menu de solutions qui sont nécessairement mauvaises. Question suivante. Bonjour, je suis Pascal Bassinquéré, je suis épouse de Burkinabé. Mon mari est Burkina actuellement, il est avocat là-bas. Moi j'ai une question. Ça fait 33 ans que je vais au Burkina, je fais de l'humanitaire là-bas. J'ai toute ma famille, la famille de mon mari là-bas. Et je me pose la question, depuis des années, je me dis, mais pourquoi cette zone, qui est une zone des plus pauvres d'Afrique, dans le PNUD, le Niger est dans les derniers, le Burkina était dans les derniers, pourquoi ces zones-là ont été ciblées par les terroristes? Je n'arrive pas à le comprendre. On m'a dit, mais oui, mais c'est la faute parce qu'on a tué Kadhafi. Kadhafi protégeait toute cette zone et du coup, le terrorisme s'est développé. Il était déjà Al-Qaïda. C'est ma question. Je vous le dis pourquoi? Parce que moi, dans 2 ans, avec mon mari, on a prévu d'aller habiter là-bas puisque on a construit une maison là-bas, au village. Moi, j'ai prévu d'y aller. Depuis 30 ans, je rêve d'aller habiter au Burkina Faso. Et voilà, et on me dit, tu ne pourras pas y habiter parce que le terrorisme, il ne va pas s'arrêter. Et ma deuxième question, parce que j'y étais au mois d'avril, et on m'a expliqué la manière dont on finançait les gens là-bas, à Bitou. Nous sommes à 40 km de Bitou. Et à Bitou, les gens de Bitou sont venus me voir en me disant, mais on a rencontré des gens, chez les gens, ils ont 3 millions, 4 millions, 5 millions, on leur donne 10 millions de CFA. Qui finance ces terroristes? Sur la question du pourquoi le terrorisme et de son financement, qui se sent les épaules, Olivier Dubois. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais je pense qu'il y a déjà peut-être un échec du développement économique et social au fur et à mesure des décennies. Enfin, il n'y a pas des politiques qui sont arrivées au bout, qui ont été bien mises en place, quoi, ou de façon rigoureuse. Je pense qu'il y a ça. Et je pense aussi que c'est surtout un problème de contrôle du territoire. Je pense que tous ces pays, enfin le Burkina, le Mali, ne contrôlent pas leur territoire. Et les djihadistes s'implantent dans ces endroits-là aussi pour ça, quoi. Il n'y a pas la main de l'État là-bas, il n'y a pas de sécurité. Et puis il y a des populations qui sont laissées à l'abandon et qui ont une véritable défiance pour l'État. Ils se substituent à l'État et ils peuvent s'implanter comme ça, comme ils veulent. Sur le financement. Le financement. Sur le financement, le business des otages déjà. ça marche bien. Non. Après, il y a des tas de théories sur le financement des groupes djihadistes. Des pays un peu. Il y a des tas de on ne sait pas exactement quoi. Mais je dirais le business des otages, que là pour le coup. Sur Tanguy, puis François. Ouais, sur le financement, ça va. Bien sûr, c'est des structures aussi très pyramidales, mais bon. Il y a tout le phénomène de taxation en fait sur les, enfin, il se greffe en fait sur l'économie, donc en fait, et c'est pas un djihad aussi qui est très coûteux, hein. C'est la lutte armée au Sahel, c'est aussi beaucoup de débrouille, hein. Il suffit d'avoir une Kalachnikov, quelques balles. Alors bien sûr, on est rémunéré, il y a quand même les grandes centrales via le business des otages et autres qui envoient des subsides, mais ça coûte pas si cher en fait de contrôler une zone rurale, de donner un sac de riz. On peut aller se greffer aussi sur les sites d'orpaillage. Et un élément de réponse aussi sur la première partie de votre question sur le Burkina, c'est vrai qu'on a toujours présenté comme un pays pacifié, qui était, c'est vrai, tranquille, mais il y avait quand même des formes de violence ordinaire
je renvoie aux travaux par exemple de Mathieu Hilgers sur l'ouest du Burkina, où justement il avait appelé son papier très joliment « À l'ombre des conflits violents ». C'est-à-dire qu'en fait, justement, les conflits entre les gens, les conflits intercommunautaires se réglaient, bon, parfois, dans le pire des cas, avec un coup de machette, une bagarre, parfois un mort de temps en temps. Mais en fait, la circulation des armes et l'armement en fait, de tous ces conflits qui étaient préexistants et qui étaient latents a fait aussi le terreau de l'implantation de ces groupes djihadistes. Les exactions aussi, par exemple des gendarmes burkinabés, qui ont une grande tradition aussi d'assassinat des bergers peuls, etc., aux frontières, vous connaissez bien, avec les transhumances, etc. Donc en fait, le fertilisant, il était déjà là, en fait, et il n'a pas fallu grand-chose, en fait, je pense, dans certaines zones, en tout cas. François Grunewald, vous vouliez ajouter quelque chose rapidement pour qu'on puisse prendre les autres questions? Donc en fait, il y a plein de sources différentes. Il y a les otages, il y a les cigarettes, il y a la drogue, il y a plein de trucs. Il y a le bétail. On est dans des endroits, on est dans des zones de pastoralisme. Tu as besoin d'acheter un camion, tu vends 100 vaches. Aucun problème. Tu as besoin d'aller payer des gens, tu vends 5 vaches. Donc dans ces zones de pastoralisme, la banque sur pattes, c'est le bétail. Et il y en a beaucoup. Et les réseaux djihadistes ont réussi à prendre le contrôle d'une grande partie des zones pastorales en taxant, en s'implantant fortement au niveau des communautés peules. Et donc, quelque part, ils ont accès à d'énormes ressources sur pattes. Merci. Alors, on va prendre les questions 2 par 2 pour optimiser le temps. Allez-y. Bonsoir. Alors moi j'ai une question qui peut s'adresser à tous les 4. J'aurais voulu savoir un peu quelle est la condition et la place des femmes dans ces pays. Voilà. Donc la condition et la place des femmes. Et la deuxième question à laquelle vous répondrez tour à tour, qui se trouve apparemment très au fond. Oui, Dominique du comité de jumelage. Alors c'était pas vraiment une question. Bon, le problème a été posé précédemment. Moi je pense qu'effectivement, les pays occidentaux se sont pris un peu les pieds dans le tapis. On a maintenu depuis les années 60 des pays dans une espèce de post-colonisation, avec, vous l'avez dit, François Grunewald, des intérêts, des turbulences d'intérêts économiques, etc. Ces pays ont été perfusés d'APD pendant des années. On a pu maintenir un petit peu des pouvoirs en place. Et tout s'est cassé la figure en 2011, quand la Libye s'est effondrée. Et là, effectivement, on a des raisons d'être pessimiste, effectivement, parce que tout ce qu'on souhaitait maintenir pour profiter d'un certain nombre d'intérêts économiques, uranium, or, etc., tout ce que vous avez dit sur l'agriculture aussi, tout s'est cassé la figure parce qu'effectivement, la Libye s'est écroulée. Alors, les acteurs, on les connaît, quoi. On a une responsabilité énorme dans ce qui s'est passé, et effectivement, le développement du terrorisme à l'échelle où il en est aujourd'hui, il date de cette période-là. Ça, il faut le dire. Alors, d'abord sur la place des femmes, je ne sais pas qui veut répondre, peut-être... Moi, c'est plus sur la question de monsieur. D'accord. Diadier, peut-être sur la place des femmes, je ne sais pas. François, sinon. Hein. Je ne me sens pas très légitime, mais je vais me rendre compte qu'on est 4 messieurs. Donc là, On a fait ce c'est compliqué. Alors, il y a 3 choses. La place des femmes sur l'économie, majeure. Les marchés, toute l'économie de base, c'est les femmes qui la tiennent. Une partie de la petite industrie, des PME, c'est les femmes, donc c'est elles qui tiennent, qui font fonctionner les pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est que elles sont évidemment sous-représentées dans les instances dirigeantes. Dans les pays, ça marche. Au Burkina, il y a plus. Au Niger, il y a un petit peu. Au Mali, il y a peu. En Mauritanie, il y a encore moins. Dans ce qu'on voit d'apparent dans les classes dirigeantes. Après, les femmes, elles ont un rôle absolument fondamental dans les décisions de leur mari. En Mauritanie, c'est passionnant parce que c'est des endroits où on est en République islamique de Mauritanie, où toutes les femmes sont très très voilées, etc. Le soir, à 6h, à Nouakchott, on voit plein de femmes qui conduisent des grosses voitures, qui vont se retrouver entre elles et qui vont discuter, et qui ont un pouvoir mais énorme, informel, sur leur mari. Donc voilà, la représentativité visible, démocratique, dans les institutions, dans les postes de pouvoir, dans les structures, bien sûr, bien trop faible.
et pas du tout représentatif de leur poids démocratique, leur poids démographique, sur l'économie majeure et sur les pouvoirs d'influence majeurs. Il ne faudrait pas que ma femme m'entende. Olivier, je crois que vous brûliez de Non, réponse sur la... je voulais peut-être un peu ajouter quelque chose. La crise libyenne, d'accord, mais ça a commencé aussi un petit peu avant, avec la guerre civile algérienne et tous ces groupes qui étaient en Algérie et qui se sont éparpillés après, au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, et qui sont arrivés, par exemple, pour le Mali, dans le nord du Mali. Je pense que ça commence aussi là, et pas forcément en 2011, avec la chute de Kadhafi. Et n'oublions pas Daesh, toute la dynamique qui est partie de la crise en Irak, et donc de tous ces gens. Quand j'étais au Niger, les gens, j'ai quitté le Niger la veille du coup d'État. J'ai rien à voir avec le coup d'État. Les gens me disaient, par rapport à ma mission précédente d'il y a 2 ans avant, ils me disaient, on commence à voir de toute façon des organisations tactiques, opérationnelles, des attaques des groupes djihadistes très sophistiquées, et ça c'est lié à la présence repérée par les services secrets de généraux irakiens, de généraux syriens, qui circulent dans la zone et qui font une vraie formation militaire tactique des groupes djihadistes qui leur permet d'avoir une force plus importante. Donc voilà, on a grâce à des influences qui n'ont rien à voir avec Kadhafi, mais qui sont vraiment des influences qui viennent de Syrie et d'Irak, des capacités militaires, techniques, tactiques bien supérieures. 2 autres questions, Pascal, si tu peux nous... Bonsoir, merci pour vos interventions. Mes questions vont porter sur le Sahel et de facto un petit peu plus. On voit dans ce genre de gouvernement certaines promesses qu'on peut considérer comme panafricanistes. Est-ce qu'en 2023, c'est seulement, alors c'est un grand mot, mais ce serait seulement du populisme, ou bien il y a de vraies dynamiques panafricaines? Merci. Et une deuxième question juste à côté. Bonsoir. Je voulais vous demander si vous pensez que le refus d'une politique publique française ou d'une présence française au Sahel, elle relevait d'abus de l'État français ou de décisions antérieures qui ont mal été gérées? Alors sur le panafricanisme, qui peut répondre? François. Tanguy peut-être, si vous aviez des éléments. Je vais parler pour le cas burkinabé que je connais le mieux, parce qu'il est aussi très symbolique dans la région avec Thomas Sankara. Il y a un dévoiement d'une partie du panafricanisme aujourd'hui qui est dû, sans rentrer dans les détails et à un niveau essayer de faire une réponse simple, les régimes militaires ont suspendu en fait le temps partisan. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez pour le cas de Burkinabé, une vie partisane très riche, très dense, avec des partis très installés, qui était une manière aussi de redistribuer justement l'argent, les postes, le pouvoir, et qui stabilisait aussi le pays. C'est-à-dire que, pareil, sans rentrer dans les détails, mais quand Blaise Compaoré arrive au pouvoir, ce qui est totalement différent aujourd'hui de la pratique des militaires, c'est-à-dire Blaise Compaoré est un militaire, mais il arrive au pouvoir avec l'idée claire de recréer un bloc majoritaire autour de lui et d'implanter un parti fort et justement sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. On a plutôt des militaires qui vont suspendre justement cette vie partisane et le moyen qu'ont trouvé les gens de faire de la politique, ça va être dans ce qu'on appelle dans le jargon les OSC, donc les organisations de la société civile, où justement il va y avoir une course à l'échalote et une espèce de surenchère au niveau de ce nouveau panafricanisme qui en fait aujourd'hui, et là pareil je pense que ça serait intéressant de voir sur le temps long, qui revêt en fait plutôt des habits assez conservateurs en fait, avec justement un retour presque d'un autoritarisme très très dur. En tout cas pour le cas du Burkina, c'est assez glaçant ce qui se passe depuis ces derniers mois, avec vraiment les arrestations d'opposants qu'on envoie parfois au front, des disparitions, des meurtres, donc des pratiques qui sont très très violentes en fait. Donc là-dessus, il faudra voir en fait sur le temps long quelle forme va prendre un peu ce nouveau panafricanisme
régionales. François, très brièvement, Oui, puisque alors, nous sommes rattrapés par le temps. On en parle beaucoup du panafricanisme parce qu'on a vu des activistes panafricanistes, souvent d'ailleurs qu'on a retrouvé faire des visites au Donbass, donc on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais l'histoire est plus ancienne. Le début du vrai panafricanisme date d'abord dans les périodes de début des guerres anticoloniales, où c'est là où on a vu des réseaux qui, à travers toute l'Afrique, qui partaient, qui étaient y compris renforcés par les réseaux transafricains de lutte contre l'apartheid, donc de soutien. Donc voilà, c'est des choses anciennes et qui ont quelque part une vraie logique, une belle logique. Le grand danger, c'est évidemment quand c'est instrumentalisé, comme c'est fait actuellement, avec des logiques offensives pour viser la France, pour installer Wagner, etc. Et donc le panafricanisme, ça a été une belle chose, comme nous on a le pan-europanisme, on a envie de construire une Europe des peuples, et ben il y avait aussi ça dans le panafricanisme, et c'est dans ce cadre-là une très belle idée. Le grand danger, c'est quand c'est instrumentalisé comme tout. Et donc sur la question, alors si je me souviens bien, c'était sur le comportement de la France, et c'est bien ça? Sur les abus. Pascal. Est-ce que la remise en cause de la présence française ou des politiques publiques françaises dans le Sahel, elles sont le résultat d'abus ou d'erreurs de l'État français? Alors moi j'aurais envie de dire de beaucoup d'aveuglement, très brièvement encore une fois, de beaucoup d'incompétence et sûrement d'abus qui ont été un peu montés en épingle mais qui sont réels. La présence de Bolloré qui contrôle tellement de choses, pour plein d'Africains c'est insoutenable. L'obligation d'imposer des entreprises françaises alors qu'il y a des petites entreprises africaines qui essaient de vivre, pour beaucoup d'Africains c'est insoutenable et ils ont raison. Donc aveuglement, incompétence et faute de frappe de temps en temps, ça gêne. Merci. Alors on va prendre trois questions qui auront des réponses très brèves encore une fois. Je vous remercie. Bonsoir, merci pour cette conférence. Moi je voulais savoir quelle était la résilience des pays voisins en transition démocratique, voire démocratique. Je pense notamment au Sénégal sur ces récents coups d'État évoqués. Oui, bonsoir. En tout cas, merci en fait pour la qualité des interventions. J'aurais voulu en fait avoir votre point de vue sur l'importance d'Internet en fait dans les bouleversements qui ont surpris en fait pour la plupart des personnes qui connaissent un petit peu cette Afrique, du moins une partie de l'Afrique, et notamment en fait le fait que de plus en plus la jeunesse africaine accède en fait à cet Internet au travers du téléphone portable et accède au même niveau d'information que tout à chacun ici, quoi. D'une part en fait dans les bouleversements, mais également dans cette volonté en fait de vivre autrement et de venir en fait de quitter cette misère et de venir en fait dans nos pays en fait pour y trouver un avenir meilleur. Et d'autre part en fait en lien avec ce fait que vous soyez en fait à Bamako, Nyono, Nouakchott en fait ou à Koudougou, vous ayez en fait accès à cet Internet et forcément au même niveau d'information que tout à chacun ici, quoi. Et donc, de fait, et de par les responsabilités qu'on porte sur la situation actuelle en fait en Afrique, quels sont en fait nos devoirs et notre responsabilité à accueillir en fait cette jeunesse en fait qui pourrait venir chez nous. Oui, bonjour. Une question rapide sur les incohérences de la politique française, notamment vis-à-vis du Tchad, parce que Macron prétend vouloir démocratiser la région, mais il mise beaucoup sur Mohamed Idriss Déby, qui est le président de transition au Tchad et qui repousse sans cesse les élections. Donc est-ce qu'il n'y a pas une incohérence de la politique française et est-ce que la France a raison de miser entre guillemets sur le Tchad? La deuxième, elle rejoint un peu ta question, c'est celle sur le Sénégal, qui est une sorte d'exception démocratique. Macky Sall a dit qu'il ne se représenterait pas. Pourquoi? Comment expliquer l'exception démocratique sénégalaise? Alors on va joindre les deux questions sur le Sénégal, l'exception démocratique et la résilience des pays voisins. Olivier, François, alors, hein, c'est parti. Moi je reviens tout juste du Sénégal et de Mauritanie, où j'ai justement travaillé là-dessus. On s'aperçoit que dans ces deux pays,
il y a un État fort, pour des raisons différentes. L'État mauritanien et l'État sénégalais sont des États forts, mais qui ont accepté un certain nombre de règles du jeu de la démocratie. Et donc pour l'instant, alors la Mauritanie a eu sa série de coups d'État, elle n'en a plus maintenant, le Sénégal n'en a pas eu, mais il y a une vraie inquiétude quand même dans la population, ça peut très bien arriver. Là, ils se sont posé la question, est-ce que ça n'allait pas arriver il y a 2 semaines, là, au moment où il y avait des discussions sur la mise en prison, garder en prison Songo ou pas. Donc il y a ces faiblesses. Dans ces 2 pays, il y a un élément très fort qui est des appareils religieux non radicaux, mais très puissants. Les mourides au Sénégal, les confréries, les systèmes confréristes, des systèmes religieux très forts et des systèmes tribaux très forts en Mauritanie, qui ont réussi à construire des mécanismes dans lesquels finalement la relation entre l'État, les mécanismes traditionnels et la population sont assez forts. Et puis les mécanismes économiques aussi. Alors, une des grandes fragilités là-dessus, c'est, là encore ça tombe sur la jeunesse, quels espoirs pour la jeunesse? Les jeunes Sénégalais ou les jeunes Mauritaniens, pour l'instant, ils n'ont pas envie de rejoindre le djihad, qui est une source d'enrichissement. Ils ne trouvent pas de boulot, pour l'instant ils prennent les pirogues pour partir. Le moment où les pirogues ne seront pas une option, dans les 2 pays il reste l'armée. Et si l'armée doit devenir un acteur politique, ça va rentrer à ce moment-là dans des dynamiques de coup d'État. Donc il y a quelque part cette force dans ces 2 pays de ces alliances multi-acteurs qui fait que ça tient. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri. Voilà, le futur a un grand avenir. Sur les incohérences politiques de la France au Tchad, est-ce que quelqu'un a une réponse déjà? Très cohérent au contraire. C'est qu'aujourd'hui, dans la position de reflux dans laquelle est la diplomatie et l'armée française en Afrique de l'Ouest, elle ne peut pas se permettre de perdre son meilleur allié historique depuis les indépendances. C'est-à-dire que la France est présente au Tchad militairement depuis la colonisation du Tchad. Donc 150 ans, 250 ans. Voilà, et donc vous avez Berbier, Barkhane, machin, etc. Et surtout, et si vous regardez bien où est situé le Tchad, il est surnommé le porte-avions français par les militaires français. Donc ça vous permet d'intervenir partout en Afrique. Et en tant que puissance moyenne en voie de déclassement, la France peut aujourd'hui pas se permettre de perdre ça pour garder son statut sur la scène internationale. C'est impossible. Alors, on avait aussi une question sur l'importance d'Internet et l'accès à l'information. Je ne sais pas si Olivier Dubois, vous pouvez y répondre. Non, pas du tout. Diadier non plus. François, enfin si Diadier, si. Je vais tenter parce que là tout à l'heure on parlait de propagande. Au Mali, on utilise plutôt le terme de traitement patriotique de l'information. Donc il y a toute une panoplie de personnalités appelées activistes, donc qui ont des pages Facebook suivies par des milliers de personnes, notamment de la diaspora, qui œuvrent également sur TikTok, en fait, qui sont devenus en quelque sorte, puisque les journalistes ne peuvent plus parler, voilà, qui sont presque devenus les relais en fait pour donner l'information, parfois font de la propagande pro-gouvernementale. Donc lorsqu'ils expliquent par exemple que telle bataille s'est déroulée entre les djihadistes et l'armée malienne, enfin, il y a toute une espèce de mystification des militaires. Voilà, enfin, ils utilisent un vocabulaire très épique, basé sur le courage, sur les snipers qui visent très bien. Donc il y a cela, donc il y a effectivement un accès aux informations, mais pas forcément aux bonnes informations, en tout cas à des informations très orientées. Et peut-être aussi, c'est que ça peut amener comme positif, ces réseaux sociaux notamment aident beaucoup de jeunes dans leur commerce. Par exemple, des jeunes dames qui ont des salons de coiffure ou qui ont des entreprises de restauration
ou même d'autres types de commerces arrivent facilement à trouver des clients, à communiquer avec eux sur WhatsApp, à pouvoir montrer leurs produits sur Facebook et à faire des lives de vente sur TikTok. Donc c'est l'un des points positifs. Alors François, si vous répondez, ça sera très bref. Quand j'étais à Dakar, j'ai rencontré l'équipe d'animation du Conseil national de la jeunesse et ils me disaient leur peur, c'est la fascination des jeunes Sénégalais pour les influenceurs et les influenceuses basés à Dubaï. Ils disaient en fait, tous ces réseaux TikTok, Instagram donnent des modèles de consommation, des modèles de vie, qui évidemment suscitent plein d'envie. Et on a la même chose chez nous, mais voilà. Et que ça, pour eux, ils disent la propagande, on gérera, l'information technique, c'est bien, ça peut se gérer. Donner de l'espoir d'une vie meilleure, ça, c'est très difficile d'aller contre ça. Et c'est là le vrai danger. Et ça sera nos 2 dernières questions qu'on va prendre, et du coup avec des réponses encore plus brèves, et ensuite, promis, on vous libère. Bonsoir. On l'a vu dans quelques interventions, on l'a entendu. Un des points centraux, c'est le rapport de la France à l'Afrique. Vous avez mentionné des anecdotes sur Fabius et Macron. Moi, j'ai été coopérant dans les années 90 à Agadez. Il y avait d'un côté la coopération au développement française et de l'autre, toutes les autres. Et ce que faisaient les autres, je simplifie un peu, je sais que c'est plus compliqué que ça, mais il y avait d'abord un travail d'analyse, ensuite de l'action, et ensuite une analyse de l'action. Les Français faisaient l'inverse. Ils étaient dans l'action, ils faisaient une vague analyse, et puis ils revenaient dans l'action. Donc, ce que vous avez dit par rapport au haut du panier, c'est-à-dire les décideurs n'arrivent pas à analyser, ça se voit beaucoup sur le terrain. Par contre, c'était pas ma question. Oui, ma question, c'est... En fait, au moment, il y a 2 ans, 10 secondes, il y a 2 ans, quand la France commence à partir, Wagner a déjà un camp à l'aéroport de Bamako. Est-ce qu'on peut dire quand même 2 mots sur la Russie, sans rentrer dans les fantasmes non plus, mais quelle est la place réelle de la Russie? On a compris qu'elle veut juste planter un drapeau, mais elle n'est pas arrivée par hasard. Tout ça a été quand même créé depuis un certain temps. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut en dire sans... Voilà. Merci. Et mon voisin fera la dernière question. Et la dernière question. Non, il y a 2 questions, pardon. Je ne savais pas que Manu posait une question. Bon. Ah. Bonsoir. Merci pour l'intervention. Moi, c'est d'abord une question et une contribution si possible. Ok. La principale question, elle va s'adresser à Tanguy et à Dubois. Je voulais savoir comment l'incohérence sur la question des otages, parce qu'on voit les États qui disent sur la libération des otages, sur le financement du terrorisme. Quelle est votre analyse sur cette incohérence-là? Et ma contribution, je la fais parce que je suis du Burkina, je viens juste d'arriver, et c'est sur le financement du terrorisme. On a plus tendance à voir, comme M. Tanguy l'a dit, pas une nécessité d'avoir de grands moyens, mais juste de petits matériels pour se développer. Mais c'est plus un financement qui se fait par le secteur informel, et c'est toujours ce secteur qui est plus développé dans nos économies, et ces groupes terroristes arrivent facilement à infiltrer ce secteur-là. Et c'est à travers ce secteur qu'ils se financent le plus. Et ce secteur contribue énormément dans ce financement. Et maintenant, j'aimerais un peu éclaircir, il y a, je ne sais pas comment le dire, il y a une certaine tendance qui, parce que, bon, je ne serai pas aussi subjectif parce que je suis Peul, je le dis, mais il y a une volonté qui a déjà été affichée dès les années 2015 et ça a principalement été relayé par France 24, qu'on suivait à Ouagadougou, mais qui a voulu faire croire que du fait qu'il y a un chef terroriste qui est Peul Koufa, Amadou Koufa, mais que nous, Peul même, nous ne le reconnaissons pas Peul, parce que si on rentre dans l'organisation sociale, c'est un peu compliqué, je ne vais pas y revenir, mais il y a cette tendance à relayer cette fausse information. C'est pas démentir que des jeunes Peuls sont engagés, dans des groupes terroristes, bien vrai, mais
il y a une tendance à vouloir ethniciser le problème, comme monsieur, j'ai oublié le nom, il a dit au centre du Mali, le problème a été ethnicisé et ça a créé le problème. En 2017-2016, au Burkina, on pouvait se promener là où on veut. Aujourd'hui, tu es peu au Burkina, tu as du mal à te promener. Ça, c'est un sérieux problème. Et ça a été en plus extrapolé par ces médias et on supplie ces médias dans nos contrées et ça a été relayé aussi par ces groupes propagandistes sur Facebook et autres. Donc sur... Merci. Et dernière question. Bonsoir, moi je pense que l'Afrique n'est pas un laboratoire d'expérimentation où on essaie de jouer sur les intérêts, etc. L'abcès n'est pas encore bien étudié parce que nous avons parlé que d'une époque, mais si l'Afrique veut aller de l'avant, il faut que l'Afrique vide sa calebasse. Et ça, c'est pas facile parce que ça fait longtemps que ça existe. Bien avant que tout cela ne se passe, il y a des choses qui se sont passées. Est-ce que les Africains ont fait le deuil de tout cela pour pouvoir peut-être gagner en plus de maturité? Peut-être pour s'organiser, ne pas attendre tout le temps que les gens viennent faire le marché à leur place, etc. Donc on a besoin non pas de penser où est-ce qu'on va et de se dire est-ce qu'on ne doit pas reculer un peu pour revoir les fondements, revoir les fondations, retravailler sur des choses qui sont presque propres à ces dimensions africaines-là. Mais bien avant la colonisation, avec l'esclavage, il s'est passé tellement de choses qu'aujourd'hui, les Africains sont obligés, je pense, de s'accrocher à des idées, de s'accrocher à des croyances, de s'accrocher à des choses qui ne sont pas de ce monde. Parce que, quelque part, penser que ça ira mieux demain, eh bien, on est capable de faire des choses. Pourquoi tout ça, en effet? Pourquoi on n'y arrive pas? Justement en prenant conscience, travailler sur les consciences, travailler sur la formation, travailler sur les maladies de la conscience. Parce qu'à un certain moment, c'est toutes ces maladies-là qui créent que... Aujourd'hui, on a discuté, c'est vrai, c'est super sympa. On a bien parlé, mais est-ce qu'on a touché à l'arbre qui cache la forêt? Quel est le danger? Quel est le danger de demain? Est-ce que c'est économique ou est-ce que c'est religieux? Voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'on touche vraiment, qu'on perce un peu l'abcès parce que c'est important. Alors, on va répondre tout de suite à cette question. Bouba nous propose une prochaine table ronde, finalement. C'est ça. On va répondre très brièvement sur revoir les fondations. Alors, qui se lance? Ouais, c'est compliqué, en effet. Tanguy, allez-y. Brièvement, merci pour cette question vraiment très très riche. Sur les fondations, il y a, vous avez totalement raison, et on en parlait justement avant la conférence. Je pense qu'on est quand même à l'aube d'une révolution quasiment culturelle en Afrique de l'Ouest, avec justement le développement de ce capitalisme libéral, cette nouvelle génération, la fin aussi des autorités coutumières, de tout ce vieux monde en fait qui s'effondre. Et vous avez raison en fait de mentionner le fait qu'aujourd'hui les gens se cherchent, comme on dit, ce retour du panafricanisme, ces références justement à Charanta Diop, à tous ces auteurs qui reviennent. On parle de l'Égypte, on parle du berceau de la civilisation, des empires mandingues. Et je pense que ouais, il va se passer des choses très très intéressantes. Il faudra, je pense, aussi faire attention à ce retour du néo-traditionnalisme qui est dangereux sur certains aspects, je pense. Mais en tout cas, au plaisir d'en discuter après la conférence. Et sur le Burkina, merci de votre témoignage. Et je pense que vous avez totalement raison, c'est-à-dire que ça fait écho à ce qu'on disait. La violence actuellement met à nu les hiérarchies identitaires qui auparavant étaient tabous dans la société burkinabé. Et aujourd'hui, en effet, c'est assez flippant de voir que même à Ouaga, moi j'ai des amis Peuls qui se font insulter dans la rue, et qu'aujourd'hui apparaît aussi un raciste institutionnalisé et dans l'État
et qui se matérialisent par des massacres et une impunité totale pour ceux qui les perpètrent. Voilà. Qui les perpètrent. Et pour conclure sur la place de Wagner et de la Russie, Olivier Dubois, si vous vous sentez. Il y avait une question. Oui, alors, oui. J'ai pas exactement compris la question parce qu'il y avait beaucoup de choses, on parlait des Peuls. La première question qu'il a posée, c'était sur le financement. Sur le financement informel du terrorisme, sur l'infiltration du secteur informel par le terrorisme. Quelle était la question exactement? Qu'est-ce que je pense? Plus sur l'incohérence des États qui, de façon officielle, disent ne pas financer le terrorisme, mais est-ce que, avec la question des otages, ils ne sont pas en train de financer le terrorisme? Merci. Donc pour répéter la question, c'était sur les États qui ne disent pas financer le terrorisme, alors qu'en en échangeant de l'argent finalement contre des otages, ils financent directement le terrorisme. Ah, c'est une vraie question, ça. Hein. Moi, je suis peut-être mal placé pour vous répondre, parce que pour le coup, ça m'arrange. Mais oui, c'est une vraie question. Évidemment, quand on voit que la France, les moyens militaires qu'elle a déployés au Sahel, la force Barkhane qui est censée lutter contre le terrorisme, et qu'en même temps, quand il y a des gens comme moi qui se font attraper par les djihadistes, elle paye, certainement, je ne sais pas la somme, mais des millions. Oui, il y a une incohérence, mais je n'aurais pas de réponse. Parce que pour le coup, je n'aurais pas de réponse. Oui, il y a une incohérence. Voilà, c'est ce que je dirais. Et puis, sur les Peuls, moi, quand j'étais là-bas, je parlais un petit peu avec eux, et c'est vrai qu'ils se sentent proches des Peuls. Et leur stratégie dans le centre du Mali, en tout cas, à partir de 2015-2016, c'était d'approcher les villages Peuls, d'approcher les Peuls et de jouer sur les anciennes rancunes pour leur faire prendre les armes et se retourner contre les agriculteurs sédentaires, la plupart du temps, debout. Donc, je pense que ça vient peut-être un peu de là aussi. Puis il y a une peur aussi, je crois, mais et pas que pour le coup, pas que des populations, mais peut-être même des gouvernants de ce peuple Peul qui est étendu quand même, hein, qui fait une bonne partie du Sahel, ça va jusqu'au Nigeria, des nomades aussi. Et voilà, moi je pense que ça vient de là en fait, la racine du problème, ce racisme anti-Peul, si je peux dire là, il prend racine un petit peu là-dedans aussi, je pense. Et enfin, sur la place de la Russie et de Wagner, pour conclure, François Rival. Donc les Russes, évidemment, observent toute cette zone depuis très longtemps, hein, ils la connaissaient bien, etc. Ils ont commencé à s'implanter d'abord en RCA, à se positionner de là, RCA. La République centrafricaine, et à partir de là, on commençait à réfléchir, c'était quoi les points de vulnérabilité où il pouvait y avoir des points d'ancrage. Alors, ce camp de Wagner, il n'est pas apparu tout de suite quand même, hein. Il a mis du temps à être visible, pas très loin de l'aéroport, et y compris à un moment où, théoriquement, Wagner n'existait pas en Russie, puisque le statut de milice n'existe pas en Russie, et où Prigojine faisait ses tours et présentait un peu sa sébille dans différents endroits pour au moins essayer d'être présent sur de la protection de personnalité, hein, c'était plus sur des dynamiques de protection de personnalité que de vrais acteurs militaires pour la gestion. Et puis quand ils ont vu évidemment que la France s'écroulait un petit peu, ils ont compris qu'il y avait un créneau à prendre et ils l'ont évidemment exploité un maximum avec à la fois leur positionnement, le financement des réseaux, parce que une partie de l'empire de Prigojine, avant d'être un réseau de milice, c'était un réseau de communication. Donc il a tout de suite réactivé un certain nombre de choses de façon très maligne. Hein. Il y a une vraie ingénierie de communication très fine. Je me rappelle, j'expliquais aux militaires français, mais attention, vous allez vous faire avoir, parce que vous avez en face de vous des rois de la communication. C'est des anciens du KGB, hein, ils connaissent très bien ces choses-là, alors que vous êtes des grands naïfs. C'était terrifiant. Et puis après, donc en effet, les Français sont partis, Wagner s'est étendu, développé, avec quand même beaucoup d'exactions. Hein, toute une partie des exactions faites par Wagner au moment où les troupes remontaient vers Kidal, en passant par Djenné, Banda et après en partant sur Anefis. Il y a eu beaucoup d'exactions
qui ont contribué d'ailleurs à faire que des populations entières sont parties. Tous les Touaregs étaient partis de Kidal quasiment quand l'armée est rentrée. Et en partie de la peur des exactions de Wagner, qui s'est vraiment créé une réputation terrifiante. Donc, qu'est-ce que tout ça va devenir? On n'en sait pas trop. C'est quand même très lié à qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Et donc, on va voir un petit peu la suite. Et le mot de la fin pour Olivier Dubois. Voilà, je voulais juste, sur Wagner, parce qu'on en parle beaucoup, enfin je me rends compte qu'on en parle beaucoup, depuis que je suis sorti, j'aimerais quand même dire ceci, enfin, les Français étaient au Sahel avant, Wagner est là, les Maliens, les pays sahéliens qui ont recours, ou qui appellent Wagner, ont le droit de le faire, c'est des pays souverains, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ensuite, je crois que l'avantage de Wagner, en fait, c'est qu'il ne s'embarrasse pas de droits de l'homme, quoi. C'était un petit peu la chose qu'avec la France, qui était un petit peu, qui freinait un peu les chefs d'État et tout ça, parce qu'il y avait ce carcan des droits de l'homme. Avec Wagner, il n'y a plus ce problème-là. Moi, je pense qu'on va voir il faudra voir dans le temps, quoi, ce qui se passe. J'ai du mal à me dire. La France c'est comme ça et la Russie, Wagner c'est comme ça. C'est un peu compliqué de me dire ça. Un truc là-dessus. Tout dernier mot et après. J'ai pu assister à des travaux des militaires français. Quand ils décident de taper une personne, c'est-à-dire ils ont repéré des gens et décident de mener une opération de drone ou d'opération militaire. Il y a des procédures extrêmement strictes de contrôle, on y va, on n'y va pas, il y a des enfants, il n'y a pas d'enfants. C'est extrêmement strict. Je sais pas, mais il n'y a pas du tout. Il faut taper, on tape à la rafale. Alors Tanguy objectera sur ce point autour du bar. Je vous remercie tous les quatre. Je te remercie Laura aussi. Merci à tous d'être présents. Merci. Bravo à Corentin et à Laura. Merci Pascal. Merci à tous d'avoir répondu présent encore une fois à notre conférence. Merci à la ville de Thionville et au Crédit Mutuel, nos partenaires enseignants Oui, bien sûr. Pour nos partenaires, on a une librairie au fond à gauche, le stand de Gao au milieu, notre place adhésion, les chapeaux à la sortie et le bar au fond à droite. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et à toutes.